L'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine se dressait comme une forteresse de verre et de béton, un monument à la réussite de Étienne Moreau. Ses immenses baies vitrées donnaient sur un jardin à la française, si parfait et si symétrique qu'il en semblait stérile. Un espace où aucun enfant ne semblait jamais avoir couru. À l'intérieur, le silence était une entité palpable, un poids qui s'écrasait sur les sols en marbre et les meubles de designers scandinaves. Chaque objet d'art, chaque sculpture était à sa place, éclairé par une lumière froide et calculée, transformant ce qui aurait dû être un foyer en un mausolée moderne. Depuis 6 mois, depuis le départ de sa femme, la maison N était plus qu'un écho de ce qu'elle avait été. La richesse matérielle, autrefois symbole de puissance, ne servait désormais qu'à souligner l'immensité du vide et la profondeur de la solitude qui y régnait. Étienne gara sa berline allemande dans l'allée, le crissement des pneus sur le gravier étant le seul son à troubler la quiétude matinale. Une réunion importante s'était terminée plus tôt que prévu, le ramenant chez lui à une heure inhabituelle. Il entra, et le silence l'accueillit comme un vieil ennemi. Son costume, un sur-mesure à plusieurs milliers d'euros, pendait sur des épaules légèrement voûtées par le poids d'un deuil qu'il ne savait pas comment porter. Ses yeux, autrefois vifs et calculateurs, ceux qui pouvaient décider du sort d'une entreprise valant des milliards, erraient sans but sur les murs nus de son propre hall d'entrée. Il se déplaçait avec la lenteur d'un fantôme dans son propre royaume, un homme déconnecté de l'empire qu'il avait bâti et plus tragiquement encore de l'unique héritier de ce dernier, enfermé quelque part à L étage. Il commença à gravir le grand escalier flottant, chaque pas résonnant dans le vide comme un battement de cœur lourd et fatigué. C'est à mi-chemin qu'il s'arrêta net. Un son si ténu qu'il crut d'abord l'avoir imaginé, un murmure fragile qui avait réussi à percer la chape de silence. Cela ne venait pas de la télévision ou d'une tablette, c'était une voix d'enfant. Le cœur d'Étienne se serra dans sa poitrine, un mélange brutal d'espoir et de crainte. Il n'avait pas entendu la voix de Léo depuis des mois, depuis le jour où le monde de son fils S était effondré. Retenant sa respiration, il continua de monter les marches sur la pointe des pieds, son corps de dirigeant habitué aux salles de conseil se faisant aussi discret que possible, attiré par cette mélodie presque oubliée qui émanait de la chambre de son fils. La porte de la chambre était entr'ouverte. Étienne se pencha, le regard passant par la fente. La scène qui se jouait à l'intérieur le cloua sur place. Martine, la gouvernante, une femme simple au visage doux, était assise par terre, au niveau de Léo. Elle ne le forçait pas, ne le suppliait pas. Dans sa main, elle tenait un petit avion en bois, le faisant voler en décrivant des cercles lents. L'autre main tenait une cuillère de purée qui suivait la trajectoire de l'avion. Elle lui racontait à voix basse l'histoire d'un pilote courageux qui avait besoin de carburant pour rejoindre la reine des étoiles. Et Léo, les yeux grands ouverts et fixés sur la cuillère, ouvrit doucement la bouche et accepta. Une boule se forma dans la gorge d'Étienne, un mélange de honte, de jalousie et d'un immense soulagement. Il venait de comprendre que tout son argent, tous les spécialistes renommés, n'avaient jamais pu acheter ce que Martine offrait si simplement, de la patience et de l'amour. Étienne se retira du seuil de la porte, le souffle coupé, comme s'il venait de surprendre un secret sacré. Il descendit les marches, sans un bruit, et se dirigea vers son bureau, un sanctuaire de verre et d'acier où il régnait en maître sur son empire financier. Les graphiques boursiers, qui dansaient sur ses écrans multiples, symbole d'un monde qu'il comprenait et contrôlait parfaitement, lui parurent soudainement fades et dénués de sens. L'image de Martine et Léo, assis à même le sol, unis par le vol imaginaire d'un simple avion en bois, revenait en boucle dans son esprit. Il se remémora les séances coûteuses avec les pédopsychiatres les plus renommés de Paris, leurs bureaux aseptisés, leurs théories complexes qui n'avaient jamais réussi à percer le silence de son fils. Une vague de honte le submergea, réalisant l'ampleur de son échec, non pas en tant que PDG, mais en tant que père. Ce sentiment d'échec le ramena brutalement à son propre deuil.
une douleur qu'il avait tenté d'enfouir sous des couches de travail et de responsabilité. Hélène, sa femme, avait été le soleil de cette maison immense et froide. C était elle qui transformait les espaces minimalistes en un foyer chaleureux, son rire résonnant contre le marbre. Sa mort, 6 mois plus tôt, suite à une maladie foudroyante, avait laissé un cratère dans sa vie. Sa réaction avait été instinctive, celle d'un homme habitué à gérer les crises. Il avait tout organisé, des funérailles à la succession, se plongeant dans le travail comme un soldat se jette dans la bataille. Il croyait qu'en maintenant une structure rigide, il protégeait Léo. Il comprenait maintenant qu'il n'avait fait que construire des murs plus hauts, s'isolant lui-même dans une forteresse de chagrin silencieux, évitant de prononcer son nom pour ne pas raviver la douleur. Pour Léo, le monde S était éteint en même temps que la voix de sa mère. Sa chambre, autrefois un terrain de jeu vibrant, était devenue un mausolée de souvenirs. Les jouets qu'elle lui avait offerts prenaient la poussière sur les étagères, intouchés. Le seul objet auquel il se raccrochait était un cadre en argent contenant une photo d'elle, souriante, le regard pétillant de vie. Le mutisme de Léo N n'était pas un caprice, mais une armure. Le monde extérieur, avec ses bruits stridents et ses exigences, était devenu une agression. Il s'était réfugié dans une citadelle intérieure où rien ne pouvait plus l'atteindre. Il passait ses journées à observer les nuages par la fenêtre ou à fixer la photo, le verre froid contre sa joue, cherchant dans le silence une connexion que les mots ne pouvaient plus lui offrir, un écho de la seule présence qui comptait. Ce soir-là, Étienne attendit que Martine ait fini son service. Il la trouva dans l'immense cuisine, en train d'essuyer le plan de travail en granit. Il s'approcha d'elle, non pas comme son employeur distant, mais comme un homme brisé cherchant de l'aide. Sa voix était à peine un murmure lorsqu'il posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Comment avez-vous fait ?» Martine, une femme simple habituée à rester dans l'ombre, fut d'abord surprise. Mais en voyant la vulnérabilité pure dans les yeux de cet homme si puissant, elle comprit. Elle ne lui offrit aucune formule magique. Elle lui parla simplement de Léo, de la façon dont elle l'avait observé pendant des semaines, remarquant sa fascination pour les avions qui traversaient le ciel de Neuilly. Elle lui raconta comment elle était souvenue d'une histoire qu'Hélène aimait raconter, une histoire de reine des étoiles. Sa réponse était si simple, si humaine, qu'elle en fut pour Étienne une révélation bouleversante. Le lendemain matin, pour la première fois en 6 mois, Étienne annula toutes ses réunions. Le cœur battant, il monta à l'étage, non pas avec un nouveau jouet high-tech ou un spécialiste, mais avec un petit bol de purée et l'avion en bois qu'il avait trouvé dans le coffre de Léo. Il se sentait maladroit, un imposteur dans cet univers intime. Assis par terre, ses genoux craquant dans son costume coûteux, il tenta d'imiter le geste de Martine. Il fit voler l'avion, sa voix d'homme d'affaires se brisant en essayant de fredonner un bruit de moteur. Léo, assis sur son lit, le regarda avec ses grands yeux vides, puis détourna lentement la tête vers la fenêtre. Le rejet fut une douleur physique, une confirmation de son incompétence. Pourtant, cette fois, Étienne ne partit pas. Il resta assis là, en silence, partageant simplement l'espace avec son fils. Le monde des affaires, lui, ne connaissait ni le deuil ni la patience. Les appels du conseil d'administration se firent plus pressants, s'inquiétant de son absence et de son manque d'implication. Sa propre sœur l'appela, sa voix pleine de reproches à peine voilés. « Étienne, tu ne peux pas gérer ça tout seul, » lui dit-elle. « Léo a besoin de professionnels. Tu ne devrais pas confier son bien-être à une employée. » Chaque appel, chaque message était une nouvelle fissure dans sa résolution, amplifiant ses propres doutes. Était-il en train de tout sacrifier sur l'autel d'un espoir insensé? Il se sentait écartelé entre son rôle de père et celui de dirigeant. Des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées, et chaque nouvel abonné nous aide à continuer de les partager avec vous. Ce soir-là, il se confia à Martine, non plus comme un patron, mais comme un élève désespéré. Il lui raconta sa tentative ratée, la douleur du rejet de Léo. Martine, elle, écouta sans l'interrompre, son visage empreint d'une compassion tranquille.
Elle ne le jugea pas. Au lieu de cela, elle lui offrit une clé simple mais puissante. « Monsieur Moreau, dit-elle doucement, je crois que Léo n'a pas besoin d'un pilote parfait qui sait tout faire. Il a juste besoin de son copilote, quelqu'un pour voler à ses côtés. » Elle lui suggéra de ne pas essayer de diriger le jeu, mais simplement d'y participer, de trouver sa propre histoire, un souvenir qui le liait à Léo à travers Hélène. Cette conversation simple changea tout, lui donnant une nouvelle feuille de route, un nouvel espoir. Le jour suivant, Étienne retourna dans la chambre de son fils, mais cette fois, il ne prit ni nourriture ni jouets. Il s'assit simplement par terre et commença à parler. Il ne raconta pas une histoire inventée, mais un souvenir. Il parla de leurs dernières vacances à la mer, tous les trois. Il décrivit avec des mots simples la couleur du cerf-volant d'Hélène, le bruit des vagues qui faisaient rire Léo, le goût salé des frites qu'ils partageaient sur la plage. Il ne demandait rien, n'attendait rien. Il offrait simplement un fragment de leur vie passée. Léo resta silencieux, le dos tourné, mais après de longues minutes, son regard quitta la fenêtre pour se poser sur son père. Puis, très lentement, sa petite main se tendit, et son index effleura l'épaule du costume d'Étienne. Un contact infime, mais pour le père, ce fut comme un barrage qui cède. Ce minuscule geste devint le fondement d'une nouvelle routine fragile. Chaque matin avant de partir, et chaque soir en rentrant, Étienne passait du temps dans la chambre de Léo. Il ne cherchait plus à obtenir une réaction. Il était simplement là. Parfois, il lisait à voix haute un des livres préférés de Léo. D'autres fois, il racontait des souvenirs d'Hélène, sa voix éraillant parfois sous le coup de l'émotion. Le jeu de l'avion continuait avec Martine, mais Étienne y participait désormais, jouant le rôle de la tour de contrôle qui donnait les instructions de vol. Le silence de la maison était toujours présent, mais il n'était plus hostile. Il se peuplait de souvenirs, de présences invisibles, se transformant lentement en un espace d'attente et de communication silencieuse. Alors que l'espoir commençait à renaître, la fragilité de Léo les rattrapa. Un simple rhume se transforma en quelques jours, en une bronchite sévère. Son refus de s'alimenter correctement depuis des mois avait affaibli son petit corps, le laissant sans défense. Le médecin de famille fut formel, une hospitalisation était nécessaire. Pour Étienne, la nouvelle fut un coup de poignard. Tout le chemin parcouru semblait anéanti, réduit à néant. L'environnement stérile et impersonnel de l'hôpital lui rappelait la froideur de sa propre maison après la mort d'Hélène. La peur qu'il avait si difficilement commencé à maîtriser revint en force, plus glaciale que jamais. La peur panique de perdre aussi son fils. L'hôpital devint leur nouvelle réalité, un monde de couloirs blancs et de bips électroniques qui remplaçaient le silence pesant de l'hôtel particulier. Étienne ne quitta pas le chevet de Léo. Il refusa de rentrer. Dormant sur un fauteuil inconfortable, ses costumes sur mesure froissés, son visage creusé par la fatigue et l'angoisse. Il ignorait les appels de plus en plus insistants de son bureau, déléguant tout à son second. Ici, il ne était plus le PDG Étienne Moreau. Il était juste un père, terrifié et impuissant, observant son fils si pâle dans ce lit trop grand, relié à des machines qui respiraient et le nourrissaient à sa place. La culpabilité le rongeait. Il avait attendu trop longtemps, il avait été aveugle et sourd à la douleur de son enfant, et il craignait de devoir en payer le prix ultime. Une nuit, alors que la fièvre faisait délirer Léo, Étienne prit le cadre photo d'Hélène sur la table de chevet. La regardant, il se mit à parler à son fils endormi, sa voix basse et rauque. Il ne parlait plus d'elle comme d'un souvenir lointain, mais comme d'une force vivante. Il raconta leur rencontre, la maladresse de leur premier rendez-vous, la joie immense le jour de la naissance de Léo, les chansons absurdes qu'elle inventait pour l'endormir. Pour la première fois, il ne retint pas ses larmes. Il laissa son propre chagrin déborder, remplissant la petite chambre d'hôpital d'un amour si puissant qu'il en était douloureux. Il ne construisait plus de murs pour se protéger du passé. Il utilisait les pierres de ses souvenirs pour bâtir un pont fragile vers son fils. C'est en traversant ces moments de pure vulnérabilité que l'on trouve la force de continuer.
Si ce récit vous touche, n'hésitez pas à vous inscrire pour découvrir d'autres témoignages de résilience. Au milieu de la nuit, alors que les moniteurs médicaux projetaient une lueur verdâtre sur le visage fiévreux de Léo, Étienne sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'apathie de son fils était terrifiante, un silence bien plus lourd que celui de la maison, car il était teinté de renoncement. Les médecins étaient inquiets, leurs paroles prudentes ne masquant que difficilement la gravité de la situation. Dans ce moment de désespoir absolu, où toute sa fortune et son pouvoir ne valaient rien, Étienne se sentit dépouillé de tout, réduit à sa plus simple et douloureuse expression, celle d'un père sur le point de tout perdre une seconde fois. Son regard se posa sur le cadre en argent que Léo ne quittait jamais. Machinalement, comme un naufragé s'agrippant à une épave, il le prit dans ses mains tremblantes, le métal froid contrastant avec la chaleur de sa panique. Il se pencha vers son fils, le souffle court, et il commença à parler. Sa voix, habituellement si assurée dans les salles de conseil, n'était plus qu'un murmure rauque et brisé. Il ne raconta pas un souvenir factuel, mais une histoire, celle qu'il avait apprise de Martine, celle qui avait percé la première armure de son fils. Il parla de la reine des étoiles, mais cette fois, la reine avait un nom, Hélène. Il raconta comment cette étoile était descendue sur terre, comment elle avait illuminé sa vie d'une lumière si vive qu'il en était encore ébloui. Il décrivit leur rencontre non pas comme un homme d'affaires, mais comme un poète maladroit, avec des mots simples et vrais. Et pour la première fois depuis des mois, il ne lutta plus contre les larmes. Il les laissa couler. Un torrent de chagrin libéré qui lavait enfin son visage et son âme. Alors que les sanglots d'Étienne secouaient son corps massif, un mouvement presque imperceptible se produisit dans le lit. Léo, dont le regard était resté vide pendant des heures, tourna lentement la tête vers son père. Ses yeux fiévreux se fixèrent sur le visage de cet homme brisé. Le silence de la chambre se fit plus dense, plus lourd d'attente. Puis, une voix éleva, si frêle qu'elle ressembla au bruissement d'une feuille morte. Était la première fois que Léo formulait une phrase complète depuis la mort de sa mère. Avec une clarté déchirante qui transperça le cœur d'Étienne, le petit garçon demanda « Est-ce qu'elle va revenir ?» La question, d'une innocence et d'une profondeur abyssale, suspendit le temps, exigeant une vérité que le père avait lui-même fui pendant si longtemps. Étienne sentit le poids de ces 5 mots comme jamais il n'avait senti le poids de son empire. Il aurait pu mentir, offrir un réconfort facile, une promesse vide pour calmer la douleur de l'instant. Mais, en regardant les yeux de son fils, il comprit que leur avenir se jouait sur ce fil de vérité. Il puisa en lui une force qu'il ne se connaissait pas, une honnêteté née de l'amour et du respect pour la douleur de son enfant. Il secoua doucement la tête, ses larmes redoublant. « Elle ne reviendra pas, mon fils, » répondit-il, sa voix tremblante mais ferme. « Mais elle vit ici, dans notre cœur, et elle m'a demandé de prendre soin de notre trésor. Il n'y avait plus de PDG, plus de magnate, seulement un père et un fils, unis dans la reconnaissance d'une perte commune et irréparable. » À cet instant, quelque chose se déverrouilla. Léo, qui n'avait initié aucun contact physique depuis une éternité, leva lentement sa petite main. Ses doigts, fragiles et chauds de fièvre, se posèrent sur la joue mal rasée et humide de larmes de son père. Ce contact fut plus puissant que n'importe quel contrat signé, plus précieux que n'importe quelle acquisition boursière. Était un pont jeté au-dessus d'un abîme de chagrin, une acceptation silencieuse. Le père et le fils restèrent ainsi un long moment, le bruit des machines se fondant dans le silence de leur communion. Le lien haine n'était pas scellé dans la joie d'un souvenir heureux, mais dans la vulnérabilité partagée d'une douleur enfin reconnue. Ce soir-là, dans la lumière aseptisée d'une chambre d'hôpital, Étienne Moreau avait cessé de fuir pour enfin commencer à guérir avec son fils. La convalescence de Léo fut lente, une floraison fragile après un trop long hiver. Le retour de l'hôpital marqua un tournant profond, non seulement pour l'enfant, mais pour l'âme même de la maison. L'hôtel particulier, autrefois mausolée du silence, se remit à respirer. Étienne,
ayant délégué les rênes de son empire pour une durée indéterminée, était désormais une présence constante et rassurante. Leur premier matin ensemble, il tenta de préparer des crêpes, une recette d'Hélène. Le résultat fut un désordre chaotique de farine sur le sol en marbre et de pâte sur sa chemise coûteuse. Mais lorsque Léo laissa échapper un petit rire hésitant, ce fut le plus beau son qu'Étienne ait jamais entendu. Le silence n'avait pas disparu, mais Hélène était plus un ennemi. Il était devenu un espace calme entre des mots partagés et des rires retrouvés. Une toile sur laquelle ils repeignaient lentement leur vie ensemble. Quelques semaines plus tard, Étienne convoqua son conseil d'administration. Les hommes et les femmes puissants, qui s'attendaient à un retour en force de leurs dirigeants, furent confrontés à un homme transformé. D'une voix calme et résolue, il annonça sa décision de quitter ses fonctions de PDG pour prendre un rôle consultatif au sein du conseil. Il ne leur parla ni de chiffres, ni de stratégie, mais de la valeur du temps, un actif qu'il avait enfin appris à ne plus gaspiller. Cette décision, qui fit l'effet d'une bombe dans le monde des affaires, fut pour lui une libération. Parallèlement, le statut de Martine changea également. Elle devint officiellement la gouvernante de la maison, mais bien plus encore, elle était la gardienne de leur équilibre, une confidente pour Étienne et une figure de grand-mère pour Léo, son avis étant désormais aussi précieux que celui de n'importe quel expert. Inspiré par la simple humanité qui avait sauvé son fils, Étienne décida de donner un sens plus large à sa fortune et à sa douleur. Il créa la Fondation Hélène Moreau, une organisation dédiée à soutenir les familles traversant un deuil et les enfants ayant perdu un parent. Le projet N n'était pas de distribuer des chèques, mais de financer des programmes basés sur la présence, l'écoute et le soutien psychologique simple, ce que Martine lui avait enseigné si naturellement. Les grandes salles de réception de l'hôtel particulier, autrefois utilisées pour des cocktails d'affaires froids et impersonnels, accueillirent les premières réunions de la Fondation. Des psychologues, des bénévoles et des parents endeuillés remplissaient désormais l'espace de discussions animées et d'espoir, transformant ce monument à la richesse en un phare de compassion et de guérison pour les autres. 1 an plus tard, le jardin à la française, autrefois si stérile, était méconnaissable. Une cabane en bois se dressait près d'un chêne, et des buts de football improvisés marquaient la pelouse. Étienne, en jean et simple pull, courait maladroitement derrière Léo, leur rire se mêlant au chant des oiseaux. L'avion en bois était toujours là, mais il avait été rejoint par une flotte de cerfs-volants colorés qui dansaient dans le ciel de Neuilly. La richesse d'Étienne n'avait pas diminué, mais sa définition avait radicalement changé. Il avait appris que la plus grande valeur ne se trouvait pas dans les bilans financiers, mais dans la main d'un fils serré dans la sienne. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que même dans l'obscurité la plus profonde, une étincelle d'humanité peut tout changer. Votre abonnement nous permet de continuer à partager ces témoignages de résilience qui nous touchent tous.